Amis bipèdes, bonjour. Et nous revoilà encore une fois pour un nouvel épisode de CGY. Avec, là je suis le Doc et je suis accompagné de mon camarade Néo. Salut Néo. Bonjour le Doc, comment ça va? Bien, et toi? Ça va. Encore le rush. La journée était violente. Oui, il faudrait que c'était déjà le cas la dernière fois. Mais plus ça va aller là, plus ça va être pire. Chaque semaine, chaque mois plutôt. Ouais. Bon, encore des kilos perdus ou... D'accord, voilà. Donc... Non, si, ça, doucement. Bon, un parfait. peu plus doucement que la dernière fois. Mais... Bon, bah tant mieux. Non, on prend des nouvelles de ta santé quand même gentil, maintenant. C'est gentil. Non, mais j'apprécie. Les animateurs, de temps en temps, sont maltraités. Surtout sur ce podcast d'ailleurs. Donc, tout de suite. donc Bon. au moins, voilà. Ne relançons pas la polémique. Aujourd'hui, une émission, on va la faire tous les deux, mais avec un invité, bien évidemment, puisque nous avons Benjamin Legros, de Mercenaries Engineering, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Exactement. On va le découvrir pendant cette heure de podcast. Et puis, pour l'instant, petite page de pub, mon petit Néo. Allons-y, rapidos comme d'habitude. Il y a le Patreon, $1, $3, $5, moins d'€1, moins de 3 €, moins de 5 €, pour ceux qui veulent nous soutenir à chaque fois qu'une émission sort. Accès aux émissions en avance, des tout petits goodies, la possibilité de donner sa démo reel, son CV, son nom, voilà, vous pouvez faire plein de trucs. Vous avez accès au Discord pour discuter avec nous, pour plein d'autres choses aussi. Il y a les CG Beers. Comment? Les CG Beers maintenant. Effectivement, c'est bien de le préciser. Il y a une nouvelle petite section là depuis 2 podcasts maintenant, qui est le CG Beers, qui est donc un petit plus. Qui sont des gros plus là, les deux dernières, c'est plutôt une heure et demie de plus à chaque fois. Mais c'est bien. Voilà, donc si vous n'en avez pas assez de nous, il y en a encore. Et donc il y a le spreadshirt, les dons, etc. Bon, ça vous connaissez pour les plus aficionados. Et enfin, on voulait rappeler un truc que j'ai déjà oublié, alors que ça fait 2 minutes qu'on en a parlé. C'était quoi déjà? D'accord. Bon alors Dory, souviens-toi, non, c'est là où on est sur Instagram. Voilà, etc., oui, effectivement. voilà, YouTube, parce que souvent on nous demande où est-ce qu'on est, mais on est sur toutes les plateformes globalement, donc Spotify, Deezer, YouTube même. Oui monsieur. Et toutes les applis de podcast que vous pouvez imaginer. Et s'il en manque, dites-le nous. On rajoutera le flux RSS qui va dedans. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir trop de mal à nous suivre. Et enfin, évidemment, l'Instagram. Même Facebook pour les vieux boomers comme nous. Et Twitter pour les rageux. Et Twitter. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci à ceux qui nous soutiennent pas, mais qui nous écoutent. Merci à tous. Et c'est parti. On attaque? On attaque. Allons-y. On attaque, on met notre treillis, puisque nous partons en guérilla. Haha, quel jeu de mots formidable. Absolument nul, là, comme d'habitude. Une boîte qui s'appelle Mercenaries Engineering. Voilà. Le pire nom de la Terre, quand même. Alors, bienvenue, Benjamin. On peut t'appeler Ben? Ouais, tout à fait. Appelons-le Ben. Bienvenue donc dans CGY, on est ravis. On avoue que c'était un petit peu à l'opportunisme que nous avons fait cette émission, puisque tu passais à Montpellier, parce que tu es de Nantes si je ne m'abuse. C'est ça, je suis sur Nantes. Et donc je t'ai agrippé la veste en me disant « Viens faire une interview pour CGY !» Et tu as accepté avec grande générosité et nous t'en remercions. Et plaisir. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et pourquoi nous t'avons invité? Alors, moi je suis donc Ben, je suis cofondateur de Mercenaries Engineering, je suis développeur de Guerilla Render, un logiciel pas d'animation du tout, un logiciel de rendu. C'est mon regard qui l'a perturbé. Un petit peu plus que juste rendu, du setup pour le rendu, on va dire au sens large. Et donc je développe, je suis un ingénieur en informatique, je fais du dev, voilà. C++, Team, C++, tout ça, l'UA, Python, toute l'affaire. Et rendu, techno de rendu, lancer de rayons, jeter de polygones, tout ça. Oui, d'accord, vous êtes comme ça chez Mercenaries. C'est ça. Ton collègue, c'est Cyril? Ouais, c'est ça. Alors, je me suis présenté juste, j'ai pas présenté la boîte. Donc, la boîte, c'est Mercenaries. En faisant un cours. On a monté ça, on a fondé ça, mon acolyte et moi, Cyril Corvasier, il y a 17 ans, la boîte, c'est il y a 14-15 ans. Et on a commencé le projet Guerilla avant d'avoir monté la boîte, il y a 17 ans.
Ça part d'un petit truc à deux comme ça. Ouais, ça part vraiment du garage. C'est rigolo. C'était vraiment dans le garage, pas particulièrement avec l'envie de faire un soft commercial, mais plutôt l'envie de faire autre chose que ce qu'on faisait avant. En fait, tous les deux, on était développeurs dans un studio de jeux vidéo. On faisait du jeu. Moi, j'étais fanat de 3D depuis longtemps. Alors, je faisais de la démocène, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oula, oui. Si. Les Voilà, Amiga était très fort pour Amiga, tout ça. C'est des vidéos en temps réel. C'est ça, c'est des voilà. vidéos c'est les programmes, on va dire interactifs, non pas interactifs justement, Non, mais temps réel, qui essaient de pousser les limites avec de la musique dessus. avec de la musique, des chiptunes en 8 bits. En 8 bits, en 16 bits. Hein, Et en 16 bits, et en après. 16 bits, tout ça. Et j'avais fait ça, j'étais jeune, j'étais gamin, quoi. Et moi, c'était ce que je voulais faire. Je voulais faire de la 3D, je voulais faire du jeu vidéo pour faire de la 3D, tout ça. Et j'ai déboulé dans une boîte de jeux vidéo dans lequel je faisais pas du tout de 3D, je faisais du réseau. Donc c'était cool, c'était chouette, mais j'attendais un peu de faire de la 3D et j'en ai jamais trop fait. Donc j'avais un petit peu, à l'issue de cette expérience, un petit peu un goût amer. Alors bon, fait chier, je ferais jamais. Pardon, je jure un peu. Je jure un peu, pardon. On est pour les derniers à dire des conneries. Hein. Ok. Et du coup, j'étais un peu amer de ça, et c'est là que j'ai rencontré Cyril, voilà, mon associé, qui lui était le superviseur de l'équipe 3D, en fait, développement du moteur 3D. Dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, ouais, chez D'accord. Nevrax. Donc la boîte, c'était Nevrax. On basait sur le jeu qui s'appelle Rhizome. C'était un MMO. Oh oui. Ah oui. Un MMO. Ouais, c'est ça, c'est un MMO. Oui, c'est un des premiers MMO d'ailleurs. Un des premiers MMO français, si c'est pas le premier. Et ça, ou pas loin, non Ça remonte à loin, je me souviens plus. Gros joueur de MMO, le doc. Ok. Voilà, donc c'était il y a littéralement 20 ans, quoi. Donc je me souviens plus de tous les détails. Mais voilà. Et entre nous, le jeu marchait pas méga bien. Et effectivement, il y a eu une petite charrette, licenciement éco, et Cyril et moi, on a pointé bien le doigt en l'air. Genre, on veut se casser. On veut partir. Et à ce moment-là, Cyril, pour l'histoire, Cyril avait décidé de développer, enfin de faire un court-métrage d'animation. Il voulait être le réal d'un court-métrage d'animation avec des robots et tout ça. Et il a commencé par regarder quels étaient les technos de rendu dans Max, parce qu'on connaissait que Max à l'époque. Avant que ce soit racheté par Autodesk, en plus. C'était peut-être encore Autodesk. C'était peut-être encore Discrete, ouais. Je sais plus tout à fait, ouais, c'est possible. Et bref, il a regardé, ça lui avait pas plu, il trouvait que c'était un peu naze, que ça faisait pas ce qu'il voulait. Lui, il voulait faire du photoréalisme. Et il a regardé, il s'est dit, bon, qu'est-ce qu'ils font Pixar? Hop. Ah oui, carrément. Ouais, bon, on va faire au plus simple. Donc il a regardé un petit peu. Sachant que juste, excuse-moi, pour resituer, Pixar à ce moment-là, ils ont fait quoi? On était dans les années 2000, donc 2000, là on était en 2004 à peu près. Toy Story, c'est 95. Toy Story 95. Ah oui, il y avait Mille et une pattes. Nemo. Mille et une pattes 2001, je crois. Nemo, c'est 2001, il me semble. Nemo c'est 2001. Oui. Mille et une pattes, c'était peut-être avant. Ah oui, c'est J'ai un doute, mais il me semble que c'est ça. Monster, je pense. Donc ouais, ils avaient déjà quand même pas mal avancé. Ouais, bon, et puis surtout on savait que Pixar c'est ça. Ouais, surtout une fois que Pixar que Cyril a regardé un petit peu ce que faisait Pixar, ce qu'ils utilisaient comme techno, il a dit Renderman, c'est quoi ce truc? Et évidemment c'est un codeur, donc il a regardé la spec de Renderman, il a regardé les docs de Renderman, pas vraiment la brochure de Renderman, mais il a regardé les specs de Renderman, il a dit mais c'est génial ce truc. Et alors, il s'est utilisé où? Ah ouais, c'est utilisé pour le VFX. Il y a longtemps, Terminator 2, tous les premiers VFX, c'était Renderman, il me semble. Les premiers trucs un peu balèzes, c'était Renderman. Et vas-y, en fait, je vais développer mon Renderman. Et après, comme ça, je pourrais rendre mon film. Ah oui, c'est même pas on va utiliser Renderman. Non, mais on est des codeurs, quoi. On est des codeurs, donc on n'utilise rien, on fait tout, quoi. En mode mercenaire, non, c'est... À l'époque, on n'était pas encore les mercenaires, donc il a commencé... philosophie. C'est ça, on s'en fout, on a envie de coder. On a envie de coder, c'est chouette. Et on fera les films après. Et du coup, il a lancé, il faisait ça, enfin, il bossait sur son moteur, façon Renderman, un Raise, de la rasterisation, tout ça. Je leur programmais, tout avec la doc de Renderman à côté sur les genoux, et puis il écrivait ça, quoi. Il faisait ça le soir pendant qu'on bossait dans la boîte de jeux vidéo. Quand on est parti, il m'a dit, vas-y,
de chemdu, file-moi un coup de main, on bosse quelques mois, et puis après tu fais un boulot, et après je ferai mon film. Pour faire le court-métrage. Voilà, c'est ça. Évidemment, il a pas fait son film. Le court-métrage, c'est pas Ouais, bon, c'est pas très grave, hein, parce qu'on a commencé à bosser sur Guérilla. À un moment, on s'est dit, bah, franchement, on prend notre pied, c'est chouette. C'est marrant, pour le coup, moi, je faisais vraiment ce que j'avais toujours voulu faire. C'est pas forcément le temps réel qui m'intéressait, en fait, dans la 3D. Ouais. C'était vraiment sortir les plus belles images du monde. Et du coup, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Là, moi, je gagnais pas un radis, j'étais juste au chômage, j'avais pas assez pour vivre. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est con, on s'amuse. Bon, et ça a duré combien de temps? Bah, ça, c'était quelques mois. C'était quelques mois après on est parti de Nevrax en mai 2005, un truc comme ça. Lui, Cyril a commencé en fin 2004, quelque chose comme ça, à développer un peu sur enfin, c'était pas Guérilla à l'époque, c'était un autre nom. Un peu honteux. Pure Render. Pure Render, ouais. Pure Render, ouais, vas-y. Et je crois qu'il y a un autre moteur qui s'appelle comme ça, déjà. Et du coup, ouais, ça nous amène mai 2005, et on a dû faire 6 mois comme ça à travailler sur Guérilla un peu en dilettante, au chômage. Et à ce moment-là, moi, je sentais que j'arrivais dans le rouge, il fallait que je trouve du taf. Je recommençais à refaire des CV. Des CV pour bosser dans les boîtes de jeux vidéo, parce que finalement, je savais faire que ça. Mais quand je passais des entretiens, bah non, t'as pas fait de 3D, merde. Donc là, ça sentait un peu le moisi dans mon affaire. Parce que tu postulais pour le coup, là, pour être en rendu. Ouais, en 3D. Tu cherchais plus à être dans le réseau et tout ça, quoi. Ah bah non, moi je voulais faire en tant que codeur. Codeur 3D, codeur 3D. Bien sûr. Ouais. J'étais codeur, quand je faisais des démos, j'étais codeur et je faisais de la 3D, c'était ça que je voulais faire. Ouais, voilà. bien sûr. Ouais, puis il y a une enfin, de mémoire, il y avait une vraie fierté, une vraie communauté dans les démos. Ouais, carrément, bien sûr. C'était assez... Ouais, enfin, j'étais comme un fou quand j'avais des jeux piratés sur l'Atari et sur l'Amiga. À la fin, je jouais plus aux jeux, je regardais les intros. Tu regardais juste les trucs, les intros crack, et mais comment ils font, c'est ouf, quoi. Voilà. Excellent. C'est drôle, ouais. Et du coup, au bout de ces 6 mois, il m'a dit, vas-y, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser en freelance. On va bosser en freelance, comme ça, la moitié du temps, ça nous paiera ce qu'il faut pour l'autre moitié du temps bosser sur Guérilla. Voilà. Ouais. Ça commence comme ça, c'est comme ça. On n'avait pas de local, rien. On bossait chez moi. Au début, on bossait chez moi, puis après, on a bossé chez l'ancien patron de Nevrax. Il lui avait une nouvelle boîte de jeux et qui nous a dit venez, on a de la place à la maison, c'est cool. Il y a d'autres codeurs. Il avait une petite boîte de jeux. C'était ceux qui faisaient Soul Bubble sur Game Boy. Sur Game Boy, ouais. Le petit fantôme qui souffle des bulles, là? Exactement. Non. Qu'est-ce que j'ai pu me tuer sur ce jeu? C'était le jeu, ouais, c'était ça. La boîte, c'était Mécan Slip, et le boss, c'était excellent. C'était Olivier Lojade, et il nous avait ramené parce que lui, il était content. Ça faisait de la stimulation un petit peu dans son équipe. Là, je sais pas si vous connaissez Imgui. Oui, moi je m'en sers. Et le codeur de Ingui, c'est Omar Cornu qui était le codeur de Soul Bubble. Ouais. Excellent. Oh, non, mais c'est imaginez le gif du mec qui fait comme ça avec ses mains sur la tête là, avec les étoiles et tout. C'est vraiment ça. Ouais. Donc ça, on a passé un petit peu du temps là chez Olivier dans Mécan Slip. Puis après on est reparti chez Cyril, on a trouvé un autre local chez un copain qui bossait avec nous chez Nevrax, rue Saint-Denis à Paris. Hein, sans bureau fixe. Exactement. Là, c'était cool, c'était nomade, vraiment le garage, quoi. Le garage. Bon, ça a duré 3 ans. Ah oui, quand même. Ça a duré 3 ans, on faisait du freelance. Attends, je vais parler longtemps. C'est une bonne histoire, on a fait un bon tour, c'est cool. Mais on a bossé 3 ans là-dessus. Moi, je bossais en freelance sur un mec. Bon, non, on s'en fout de ça. C'était de la 3D. Non, c'est pas très intéressant. Je faisais de la 3D pour un truc d'analyseur de vol. Bref. Et Cyril, il a un moment bossé en freelance aussi chez Attitude Studio. Comme quelque chose, ouais. Attitude Studio, c'est un gros studio sur Paris, pas loin de Paris. Ils avaient fait Skyland. Ils avaient fait d'autres prods, je me souviens plus. Ils avaient fait Galactic Football. Ah oui, Galactic Football. Ils avaient fait surtout, le film là, Renaissance, film en noir et blanc. Ouais. Ah ouais. Oui, tout à fait. Voilà.
Beaucoup Et- de gens sont passés à Dans le Attitude. style, ouais. Et c'est une période où je pense Le qu'il y avait style Sparks City, et tout ça. Attitude en même temps, qui étaient les deux gros pôles Ouais, c'est avant ça. que Guff ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Illumination, tu veux dire, ouais, Ouais. qui deviennent, je me souviens plus le premier gros film, Chasseur de dragons. Ouais, Chasseur de Dragons. Ouais, Chasseur voilà. de dragons, Ouais. c'est à partir de cette époque-là que. Parce que tous ceux que j'ai croisés venaient de ces deux boîtes-là, pour la Ouais. plupart, Ouais. au début, donc ouais. Donc Cyril bossait en freelance là chez Attitude. Je pense qu'il bossait sur Galactic Football, il faisait des shaders pour Galactic Football, en même temps qu'on développait Guerilla. Ouais, parce que c'était déjà de la 3D. Ah oui, non, j'ai Foot de rue en tête, mais c'était déjà de la 3D Galactic Football, en fait. Ouais, il y avait deux parties. Il y avait des parties 2D Ouais. et la partie 3D, c'était les matchs de foot dans les stades. Ok. Voilà. Ok. Et ouais, c'était ça. Et alors du coup, au passage, Cyril il montrait Guerilla à qui il voulait chez Attitude. Et un jour, donc là, ça faisait 3 ans, c'était un petit peu, ça commençait un peu à fatiguer de pas trouver de prod, de pas savoir comment faire pour trouver des prods. Et un jour, il y a un gars qui est passé de chez un producteur, un ancien de Dexmac, et qui venait faire un petit peu une espèce de marché, enfin de faire ses courses Mercato, chez son mercato, ouais, c'est 3D. ça, chez Attitude. Et il a croisé Cyril, il a rencontré Cyril, et Cyril lui a expliqué ce qu'il faisait, et le gars lui a dit vas-y, viens nous montrer ce que tu fais chez à l'époque c'était Onyx. Mhm. Onyx Film. J'ai entendu déjà ce nom. Ouais. Du coup, ouais. c'était le producteur, ça a été le producteur de Skyland, de Renaissance, Ah, ok. pas de Galactic Football. Voilà. Et il faisait, C'est- ouais. là, le soft, à ce moment-là, ça y est, il fonctionne. Il y a moyen de sortir des images avec. Oui, il y a Il faut moyen. encore, taper. Il y a moyen. C'est intéressant, En ça sortant va. la Il y avait grosse moyen, manivelle. quand même. Il y avait un peu moyen, ouais. Il y avait un peu Donc moyen. il est capable là à ce moment-là, Cyril, de vendre ce truc de ouais. De montrer ça, de montrer la techno. Bah oui, on rendait des images, il y avait du motion blur, il y avait du DOF, il y avait Ouais. shader programmable, pas de ray tracing à l'époque, Mhm. mais il y avait Parce que c'était des pas shadow généralisé ou parce que vous l'aviez pas encore intégré. parce qu'on l'avait pas implémenté et que c'était Ouais. surtout le mal à l'époque, Ouais, c'était le ray coûteux de tracing. ouf, non Ouais, c'était la seule manière à l'époque de rendre des images. Arnold, c'était pas encore vraiment connu, quoi. Ouais. Je pense que Micros utilisait peut-être déjà Arnold en 2008. Non, c'était 2008. Arnold existait déjà. Les Mais il y avait, balbutiements, on va dire. ouais. Et Non, puis, il c'était fallait pas, des je pense machines pas que de c'était les guerre. balbutiements. Ah ouais. C'était pas trop le balbutiement, hein. Ok. C'était vraiment d'autres technos. Il fallait permettre de faire, avec Arnold, il fallait que toute la scène rentre en RAM. Et ça, c'était vraiment à l'opposé de la philosophie de Renderman. À Renderman, on peut rendre des images qui ne rentrent pas en RAM. C'était vraiment ça, la philosophie. Parce que Avec- t'as des milliers de serveurs, tu balances tout là-dedans et puis Non, ils se démerdent. Parce que tu subdivises la géométrie à la volée en même temps que Ok. tu rends l'image, que tu rasterises l'image, tu vas subdiviser, tu vas générer la géométrie au fur et à mesure et tu vas l'oublier au fur et à mesure. Tu veux dire rasterise? Rasteriser, ouais. Ça veut dire quoi, rasteriser? Ça veut dire dessiner les polygones à l'écran, si tu veux. Un raster, c'est un raster sur une télé, c'est une ligne. Ah, ok. Voilà. Ouais, ouais. Donc la rasterisation, c'est le fait de transformer, enfin si tu veux, d'une certaine façon, de dessiner c'est un raster ou c'est une scanline. Et c'est le fait de Chaque dessiner ligne. les scanlines. Et ça, alors attends, ça c'est intéressant. Ouais. Tu veux dire que la techno de Renderman... À l'origine. Ah, d'accord, ok, à l'origine. Plus aujourd'hui, mais à l'origine. Ah, ok. C'est ce qu'on appelait le REYES, REYES. Ouais. Donc ça veut dire Render Everything You Ever Saw, Mhm. qui rend tout ce que tu as jamais vu, tout ce que tu as vu. Mhm. Et la techno, c'était donc t'as une description de la scène avec des polygones, mais des polygones, des cages, enfin des polygones low def. Ouais. Et le principe, c'est de subdiviser ces polygones, comme on fait de la subdiv aujourd'hui, Mhm. et de les subdiviser au fur et à mesure, transformer ces polygones jusqu'à en obtenir des petites grilles où chaque petit quad de la grille fasse à peu près un quart de pixel. Voilà. Un quart de pixel. Un quart de pixel. On va faire, une fois qu'on a une grille comme ça de polygones, de micro-polygones, on va faire, là je vais expliquer comment marche le REYES, c'est intéressant, c'est vachement intéressant. C'est hyper intéressant. Et ces grilles de micro-polygones, en fait, tu vas les shader, tu vas exécuter le shader sur chacun de ces points, et ensuite tu vas projeter cette grille à l'écran. Ok. Voilà. D'accord. Ça, c'est une technique de rasterisation parce que tu pars du polygone pour le projeter à l'écran. Mhm. Voilà. Donc là, tu dessines les petits polygones, tu les dessines, clac, 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 sur les pixels, si tu veux. Donc ça, c'était la techno de Renderman. Et l'idée, c'est qu'une fois que t'as rasterisé t'as écrit ta grille de micropolygone, tu l'as écrite à l'écran, tu l'enlèves de la mémoire, tu l'oublies.
Ok. Et ça, du coup, parce que tu n'en as plus besoin. Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, maintenant, une fois que tu reprends un nouveau tu reprends un nouveau polygone, tu le resubdivises, jusqu'à obtenir des. Donc en mémoire, en pratique, t'as très peu de géométrie. T'as la géométrie originale et quelques grilles subdivisées jusqu'au pixel. Et est-ce que tu penses qu'ils se sont inspirés du rafraîchissement d'une télé qui fait ça aussi pour ce qui est du rafraîchissement non, pas du tout. Non, parce que là c'est vraiment parce que là c'est pas de l'animation, si tu veux, c'est pas en animation, c'est juste pour une seule frame. Sur une seule frame, tu peux balayer en scanline pour récupérer les couleurs couleurs des polygones, tout ça. Et c'est vraiment, tu pars des polygones pour les écrire. Donc tu travailles pas dans Raise. En Raise, tu travailles pas particulièrement en scanline. Tu rafraîchis pas de raster en raster. D'accord. On utilise le terme rasterisation parce que c'est la même chose que ce que font grosso modo les cartes graphiques. Mm-hmm. À l'inverse du ray tracing. On parlera du ray tracing et de l'approche inverse. Complètement, ouais. L'approche inverse. Là. Et donc, je sais plus où j'en étais. Oui, parce qu'au final, moi je te demandais, c'est là où Cyril rencontre la personne de chez Onyx et qui arrive à ouais, donc on arrivait, voilà, on faisait pas de ray tracing parce que c'était le mal, parce que ça permet, on se disait, c'était l'argument de vente, que ça permettait pas de rendre des scènes qui rentraient pas en mémoire. La géométrie était tellement énorme qu'elle rentrait pas en mémoire. Faut représenter, nous, ce qu'on avait en tête, c'est Toy Story 1. Toy Story 1. Ok, vous voyez, il y a une course-poursuite avec des bagnoles, des arbres, des feuilles dans les arbres. Un délire. À l'époque, c'était un peu le délire. On n'avait jamais vu ça. Les machines qui rendaient ça, elles avaient 10 mégas de mémoire. Ok. Donc, je pense que ça, avec 10 mégas, tu le faisais pas rentrer avec un traceur à l'époque. Voilà. Okay. Parce que le retraceur a besoin voilà, c'est ça. De RAM à l'inverse, c'est que tu pars pas des polygones en fait dans un retraceur, tu pars des pixels. Donc tu lances un rayon depuis le centre, depuis l'œil, le centre de la caméra, tu lances à travers un pixel et là tu vas trouver un polygone. Tu vas tomber sur un polygone. Ray tracing, tu vas tracer un rayon, tu tombes sur un polygone, mais a priori, tu sais pas dans quel polygone tu vas tomber. Donc tu as besoin de l'avoir en mémoire déjà pour savoir pour avoir l'info de pour savoir sa quel lumière, polygone tu son machin, sa couleur et ça tout tu vas le faire après, mais ne serait-ce que pour savoir dans quel polygone tu vas tomber, tu peux pas le faire a priori. Tandis que le Raise, à l'inverse, tu pars du polygone, donc tu peux le rasteriser, une fois que tu l'as rasterisé, tu l'oublies. Tu peux l'enlever de la mémoire. Ah oui, c'est vraiment deux approches totalement des approches opposées, presque opposées, assez opposées. Ça, ouais. Mais ce qui fait que quand tu fais pas de ray tracing, les ombres par exemple, les ombres portées, c'est un peu compliqué parce que tu peux dans un ray tracer, c'est facile. Tu traces un rayon depuis le point que tu veux illuminer vers la lampe et tu veux savoir s'il y a un occluseur, s'il y a un objet devant entre le point que tu illumines et la lampe. Ah oui. Donc là, alors que dans l'autre cas, tu dois le présetter en fait. Il faut trouver une technique qui te permet de savoir si le point que tu illumines est dans l'ombre de la lampe. Ouais. Donc, en général, ce qu'on fabrique, c'est une shadow map. Ouais. C'est ce qui existe déjà dans les cartes graphiques actuellement, bien que maintenant on commence à faire du ray tracing. Mais tu vas rendre une espèce d'image depuis le point de vue de la lampe pour savoir quels sont les points visibles. Donc tu vas calculer dans cette image quels sont les points illuminés par cette lampe, la profondeur des points illuminés par cette lampe. Et ça, tu vas pouvoir le comparer quand tu veux illuminer un point, tu vas le comparer à la profondeur du point qui est illuminé dans la lampe. Si le point il est plus loin que le point illuminé, c'est qu'il est dans l'ombre. D'accord. Voilà. Donc c'est la shadow map. C'est de la physique. C'est un petit trick, c'est un petit peu plus simple, mais ce qui fait que comme c'est ce qu'on appelle une carte d'ombre, une shadow map, en fait, elle est pixelisée et on peut voir les pixels de la shadow map. Ça pose plein de problèmes les shadow maps. Et il faut la précalculer quoi. Donc mais c'est pareil, tu peux précalculer une shadow map dont la géométrie tient pas en RAM. Donc c'est tout le principe de Ray, c'était ça quoi. Voilà. Comment utiliser en fait le hardware, donc le matériel en fonction de surtout par rapport à ce que tu as à calculer et c'est ça, et que surtout tu dois sortir. C'est qu'on a des conditions des contraintes matérielles qui te permettent pas de nécessairement tout calculer quoi. Et il faut aller plus loin que ça quoi. Donc c'est ce que permettait le Raise et voilà. Donc on avait tout cet algo-là qui marchait, qui fonctionnait, c'était cool. Et on faisait des shadow maps, on n'avait pas d'occlusion parce qu'on faisait pas de ray tracing, mais on bidouillait des trucs pour faire de l'occlusion. Donc ça fonctionnait un petit peu quoi. Donc on a présenté ça aux gens de chez Onyx. Chez Onyx, ouais. Voilà.
Et à la fin d'1 heure et demie de présentation, on montrait juste un objet avec du displace. Alors, un des trucs aussi qu'on faisait très bien en rail, c'était du displace, parce qu'au moment où on va rasteriser, on calcule une micropolygone, on peut déplacer ces points, on peut tout à fait les déplacer. Et on a une finesse de subdivision qu'on pouvait pas atteindre à l'époque en pure ray tracing. Donc là, on pouvait avoir un displace de qualité. Alors displace, pour ceux qui ne sont pas dans la partie, en gros, c'est donner des informations mettons qu'on a une image, enfin un plan. Un plan, ouais. C'est donner des informations d'élévation ou, enfin, en positif ou en négatif, C'est ça, ouais. avec une texture en noir et blanc, voilà, en général, et en nuances. Ça va donner de la surface, en fait, de la matière. Ça va bouger la surface plutôt que d'être toute plate. Un peu comme l'écran d'épingle où on met la main derrière, là, puis il y a la main qui en sort. Ouais, d'une certaine façon, c'est ça. Exactement. En fait, mais visuellement, c'est exactement ça. Quand tu mets la main derrière, la petite épingle va se soulever, c'est son déplacement. En fait. Ouais, là, en anglais, displacement, ça veut dire déplacement, effectivement. Ouais. Voilà. Et voilà. Donc, on avait tout ça qui fonctionnait, mais enfin, c'était une asset. On était absolument incapable de faire une animation, Tu veux dire que c'était rendu d'une image. C'était pas l'idée de faire une séquence entière. Oui, on n'avait pas mis en place ce qu'il fallait. On n'avait pas en place ce qu'il fallait pour faire ça. Mais si on calcule une image, on peut en calculer 24 à la seconde. Enfin... Donc, je te dis, on avait du motion blur, donc c'est que probablement on était quand même en mesure d'avoir un peu d'animation. Ouais. D'accord. Bon, mais vraiment, le logiciel était très très prototype. C'était vraiment un proto. Ces gars-là, quand on les a vus, 1 heure et demie de démo, ils nous disaient, c'est super, quand est-ce qu'on bosser ensemble, quoi? Let's go. Mais yes, où est-ce qu'on signe? Mais voilà. Ça y est, enfin. Attends, on va voir pour signer. Ah merde. Donc, on se dit, on se file les cartes et tout, et on se reparle bientôt. Bon, 6 mois après, toujours rien. Alors, moi, je déprimais un peu. Donc, ok, ils ont paumé le stylo. Ouais, c'est ça. Bon, on travaille un peu dans l'usage. C'est dommage, c'est con, ça marche pas. Et à un moment, on reçoit un mail. Je m'appelle Olivier Rakoto. Quand est-ce qu'on peut se voir pour signer un contrat? Oh merde. Genre, mais ok, vous voulez pas tester un petit peu de votre côté, faire un peu des trucs? Ouais, c'était un peu fou, quoi. De ouf. En fait, ils avaient en tête, donc Onyx à l'époque avait en tête de développer j'espère que je dis pas de trucs. Non, maintenant ça fait ça fait 17 ans, je pense que c'est bon. Enfin, 15 ans. Et ils avaient en tête de développer Skyland, le film, parce qu'ils avaient fait Skyland, ils étaient producteurs de Skyland, la série. La série, ouais. C'était méthode. Et ils avaient en tête de monter un studio pour faire Skyland, le film. Et donc, trouver de la techno pour faire ça. Mm-hmm. Alors après, je sais pas tout à fait s'ils avaient prévu vraiment d'utiliser notre techno pour faire ça, mais ils se sont dit, c'est 2 mecs qui ont l'air un peu balèzes, qui font un en dehors chez eux, ça peut pas faire de mal de les avoir chez nous, quoi. Ouais, voilà. Ça courait pas les rues non plus à l'époque, quoi. Non, je pense que ça courait pas particulièrement les rues. Il y en avait d'autres, parce que c'était tout à l'époque, à ce moment-là, qu'il y avait The Bakery qui commençait à prendre forme, avec du monde. Je crois qu'en France c'était tout, mais il y avait déjà chez Illumine, enfin c'était pas Illumine, c'était MacGuff à l'époque. Il y avait déjà l'équipe qui développait leur techno interne, la MGLR, c'était déjà une techno interne. Et chez Buff aussi, c'était déjà aussi une techno interne. Donc il y a quand même du monde qui développait. On connaissait un petit peu des gens de chez Buff, des gens de chez peut-être pas de chez Buff, non, mais de chez MacGuff, c'est sûr. Et donc il y avait quand même un petit peu du monde. C'était pas mal d'en avoir aussi. Un peu en interne. Nous, on avait monté, pour le cas, du coup, on a monté notre boîte, Mercenaries. Oui, et puis surtout, pardon, excuse-moi, ouais, je vais ouvrir la bouche, du coup, je t'arrête. Mais parce que je disais ça parce que, effectivement, que ce soit Guff, Buff, etc., c'était quand même des choses qui restaient pour eux. C'était pas des services qu'ils vendaient, c'était pas comme Renderman que tu pouvais éventuellement acheter ou quoi. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que tout d'un coup, t'as besoin de faire un film par tes propres moyens, faut bien que tu trouves des gens exactement, il y avait pas de moteur, et puis je pense que quand Guff et Buff ont commencé, il y avait pas ces technos-là. Guff et Buff, ça existe depuis longtemps, bien sûr. Au milieu des années 80, un truc comme ça, ces technos n'existaient pas, quoi. Mm-hmm. Voilà. Et du coup, ils nous ont embauchés, en tout cas, on a bossé avec eux, comme une petite boîte, un peu, on bossait chez eux, littéralement. Ils avaient une péniche entre Neuilly et entre Paris et Saint-Cloud. Ouais.
Boulogne. On était à Boulogne, ouais, dans une péniche, on bossait dans une péniche. Sympa. Ouais, c'était cool, c'était drôle. Et on préparait un petit peu le moteur pour rendre des images de Skyland, le film. Donc là, on commençait un peu à se mettre Dans eux, une ils avaient, prod, quoi. dans une prod. Eux, ils avaient des assets de prod. C'était pas un studio, donc on n'était pas encore dans le studio. Le studio devait se monter ici ou là. Et mais on commençait déjà à travailler avec des assets de prod, des assets de Skyland, la série. On commençait à rendre des trucs. Ça devenait de plus en plus sérieux et c'était cool. Voilà, on rajoutait des features aux besoins de ce que ils avaient besoin. Alors Skyland, le film, c'était a priori ça devait être cool parce que c'était plutôt le même genre de rendu que Skyland, la série, plutôt cel shading, trucs comme ça. Ce qui était cool en termes de features à implémenter, qui n'était pas forcément de mémoire. Parce de mémoire. que ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que Cyril était plus branché réaliste. Et Ouais. finalement, il s'est retrouvé à faire du cel shading, c'est rigolo. Ouais. ouais. Bah, faire du photoréaliste, c'est un truc, c'est dur. Ah oui, C'est vraiment dur. En plus, c'est pas qu'une question de technique, c'est aussi une question de savoir-faire, quoi. Ouais, bien sûr. En termes Bien sûr. d'artistes qui savent faire, quoi. Oui. C'est pas tout seul que ça vient, Le quoi. PBR à l'époque, le Physical Non, Based Render. non, ça existait pas vraiment, non. Voilà. Du coup, en fait, bon, en pratique, le film s'est pas du tout fait. Mais on était là et ils avaient un autre projet chez Méthode, c'était une série, Le Petit Prince. Ils nous ont dit, bon, Le Petit Prince. Le Petit ouais, Prince, la série Le Petit Prince. Ils nous ont D'accord. dit, bon, on fait ça en Inde. Ah. Ouais, on va le faire en Inde et le fameux. ouais, on va le faire en Inde et on va mettre Guérilla dessus. Donc il faut Cool. aller en Inde. Allez, let's go. Yes. Ah, vous êtes parti en Inde From Ouais, ouais. Péniche Pour to bosser. Inde. Let's Ouais, go. exactement. From Bon, alors Péniche c'était to pas, Gégange. on n'a pas passé non plus des années en Inde. On a fait on faisait des trucs. On mettait le moteur en prod sur Le Petit Prince. On faisait 1 mois et demi à débugger, à faire en sorte que ça tourne, que ça sorte, que la série sorte. Commencer par de la série, c'est bien, hein, c'est cool, mais alors c'est intense. Hein. Ça le met à rude épreuve. Hein, Ah ouais, parce que c'est t'as sûr. intérêt à ce que ça marche à la fin du premier épisode. Tu vas passer 6 mois à faire marcher le soft pour le premier épisode. Le temps que la prod se règle, c'est normal que ça chie au début. Mais après, t'as intérêt à ce que ça file droit, quoi. Donc ça, c'est bien, quoi. Parce que du coup, vous étiez sur place pour le premier épisode, et puis après, derrière, vous étiez plus en support. Il y avait une équipe qui s'occupait. Ouais, de on faisait Guérilla des là-bas. sauts de puce, hein, genre un Ouais, mois, voilà. puis on revenait à Paris, Ouais. sur Paris 1 mois, puis on repartait 1 mois, etc. Aider, superviser, enfin, pas superviser, mais faire du support sur place avec les superviseurs surfacing, les superviseurs lighting. Il y avait ce côté Ouais. un peu, prenez soin de mon bébé quand même, hein. Ouais, c'est vraiment étrange parce que du coup, comment dire, d'une part, hein, t'arrives avec un moteur qui a jamais marché en prod, qui a jamais vraiment été, voilà, et puis t'arrives Éprouvé, et tu bosses avec des Indiens, t'as pas du tout les mêmes conceptions, t'as pas du tout les mêmes rapports qu'avec des gens de ton pays. C'est vraiment une expérience très étrange, très. C'est un baptême du feu quand même. Là, Ouais, parce que- c'est cool. C'est vraiment une période d'excitation vraiment intense, quoi. Mais du coup, quand même, à l'époque, comme on faisait du race, on avait aussi des trucs comme par exemple, on savait rendre du poil et des kilomètres d'herbe, par exemple. Et dans le D'accord. Petit Prince, c'était des choses qu'on avait beaucoup utilisées et qui étaient quelque chose que probablement le studio en Inde aurait pas pu faire sans Sans Guérilla. ce qu'on faisait nous. Ouais. Ils auraient pu le faire avec Renderman probablement, mais Mhm. probablement pas avec les outils qu'ils utilisaient déjà. Du coup, c'est un soft qui se spécialise un petit peu par les projets qu'il fait. Exactement, J'imagine. ouais. C'est le soft qui s'est développé on allait développer 3 ans dans le garage, mais après, c'est le soft qui s'est développé en prod, uniquement. Et En fonction des Avec demandes. nous, en prod, ouais. Avec il a les fallu- développeurs il en avait prod, ouais. il a fallu, j'imagine, un peu après, en parallèle, continuer de bosser sur d'autres aspects aussi pour arriver à ce qu'est aujourd'hui Guérilla, un moteur qui est capable de faire vraiment beaucoup de choses. Bah, ça, c'est au fur et à mesure des années. C'est vraiment, c'est en permanence adapté à ce que, voilà. Donc là, on était en Inde, on a rencontré un pote, un gars à Siligraphe, qu'on connaissait pas, Alexis Casa, et qui nous a mis le pied à l'étrier dans un studio. Il nous a dit, hey, je suis lead dev superviseur dev chez Prime Focus, un studio qui se crée à Londres. Venez faire un test chez nous, quoi. Ok, on fait un test, c'est parti. Ça y est, la Ça machine elle est lancée, enchaîne, là. La machine se lance. Ouais, c'est parti. On était dans les affaires, Attitude Studio se casse la figure. Onyx reste sur les bras avec le film La Nuit des Enfants Rois, Prodigies, Oui, avec oui. le film pas du tout fini.
Pour les questions de ce qui s'est passé entre Onyx et Attitude, j'en sais rien, m'en fous, enfin je veux pas le savoir. Je sais tous ont un avis à dire, mais j'en sais rien. Ah ouais, je crois que c'était assez compliqué, mais en tout cas du coup le film s'est fini en Inde. Ah ouais aussi. Ouais, ils ont le même studio, Data Quest. Le film est arrivé là-bas et a dû se finir en Inde avec Guerilla. Ah, c'est intéressant. Ouais, encore du coup, un film avec une patte graphique très prononcée. Pour l'époque, je me souviens, les premières fois qu'on a vu le trailer, on était comme des oufs. Hein. On était vraiment. Ouais. Alors après, bon, une fois en cinéma, je vais pas te cacher que voilà. Désolé. Mais malgré tout, moi, je sais que je me souviens quand je suis sorti, je disais à des gens, bon, oui, ok, on n'est pas à un niveau de ouf, mais il y avait déjà quelque chose de hyper. Enfin, tu vois, je vais sans non plus être prétentieux pour ce projet-là, mais c'était un peu le Spider-Man entre guillemets de l'époque. Ouais, c'est ça. Ça se faisait pas beaucoup, et même Renaissance finalement, c'est un peu ça aussi. Ouais, tout à fait. Il y avait une vraie volonté. Ces films-là, quoi. Ouais, il y avait une vraie volonté d'avoir une patte graphique très particulière. Faire des films plutôt adultes aussi. Ouais, voilà. À une époque où t'as un Pixar qui est énorme et qui ne fait que vendre du bonbon sucré et une gueuf qui s'est engouffrée dedans, les deux pieds dedans et tout. Forcément, ça restait des films qui étaient marquants, quoi. Alors après, effectivement, sur le résultat final du film, faut voir que ça se finissait avec pas grand chose. Un projet annulé qui est repris. Avec une date butoir incompréhensible. Et c'est ça, au point que je me souviens, il y a quand même une équipe à Paris qui l'a été. Ils disaient, bon, à la fin, on peut plus rendre les plans pour voir s'ils rendent. Donc on les envoie sur la ferme, on envoie sur la ferme et on verra ce qui sort. Et on croise les doigts. C'était et c'est sorti. La fin. Wow. Ouais, c'est sorti. C'était dur. Hein, c'était vraiment Et là, on finissait à ce moment-là, le film se finissait. Comme moi, je suis parti à Londres parce que du coup, on avait chopé Prime Focus. Pour bosser sur Dredd. Dredd avec Karl Urban, le Dredd 3D. C'était celui qui est sorti en 2011. Judge Dredd. Judge Dredd, ouais. C'était Dredd. Ah oui, effectivement, oui, tout à fait. Ouais. Oui, qui était pas parce qu'il y a eu un premier Judge Dredd avec Stallone. Mais qui devait rien avoir, mais après c'était un 95. Oui, c'est ça, c'était un vieux. Bah, je suis ouais. pas tout jeune. Je t'emmerde. J'ai un petit Néo. Mais du coup, oui, Dredd. Ouais, tout à fait. Du coup, c'est pareil. Bon, je suis parti là à Londres pendant un an. Cyril et moi, on a tiré un peu la courte paille, savoir qui irait à Londres. J'y suis allé. Et voilà, il fallait mettre Guéret en prod. Maintenant sur du VFX, c'était un peu un autre challenge. C'est un autre délire quand même. Ouais, c'est un peu un autre délire. Parce que du coup, vous aviez orienté Guérilla. Donc, il s'appelait Guérilla, du coup. Là, maintenant, oui, ça voilà, c'était Guérilla. Donc, vous aviez orienté Guérilla pour, finalement, de l'animation. Pas particulièrement. C'était l'opportunité qui faisait ça. Hein. On a l'opportunité de faire de l'animation, on en fait, parce que sinon, on rend pas d'image, tu vois. Mais du coup, je suppose, les features, la manière de gérer les shaders, etc., c'est pas la même chose que sur du live, si? Enfin... Tu sais, la CG, ça reste la CG, c'est peut-être plus des étiquettes qu'on colle au moteur. Faut se dire, ça c'est de l'animation, mais ça c'est du VFX. Arnold fait les deux. Hein. Arnold fait les deux. Arnold, il y a pas du tout de problème, et il fait Spider-Verse. Mais on sait que souvent, il faut penser ces nœuds, comme Nuke par exemple, qui est arrivé, qui a tout défoncé, parce que tout d'un coup, il y a un truc. Tu sens que le centre, il est suffisamment solide pour ensuite pouvoir dériver dans tous les sens. Est-ce que c'est un truc auquel aussi vous avez pensé comme ça en vous disant on développe pour de l'anime, mais on se fait des nœuds qui peuvent. Oui. L'idée c'était d'être ce qu'on dit feature complete sur le moteur, c'est-à-dire avoir toutes les features permettant de rendre du volumétrique, des effets spéciaux, enfin des particules, les caustiques, je sais pas. Ah, les caustiques c'est compliqué. Ok. Moi c'est un terme que j'ai pas entendu depuis 20 ans, alors enfin 15 ans. On va dire. Non, les caustiques c'est des effets de lighting et c'est assez dur à rendre. D'accord. Particulièrement dur à rendre. Non, mais d'avoir tous les types d'effets que tu verras dans des films à effets spéciaux, on les intégrait dans le moteur, sans qu'on puisse tout rendre. Mais métal, plastique, bois, tout ça, enfin mat. Voilà. Bon après, finalement, les façons dont à part vraiment pour le non photoréaliste comme ce que La Nuit des Enfants Heureux, Renaissance, hormis ça, finalement les façons dont les matériaux réagissent sont à peu près pareilles. Voilà. Et du coup, on est arrivé en prod sur Dredd. Et c'était dur. Donc là, premier film live, du coup. Premier film, intégration, VFX et intégration, c'était assez dur.
C'est dur. Ouais, mais du coup, ça nous a rajouté encore des cordes. Ouais, et surtout, ça nous a permis de nous rendre compte, vraiment d'être en prod pendant 1 an là-dessus, de débugger des shots, de débugger du pipeline aussi, de monter du pipeline avec les équipes de pipe, de nous rendre compte qu'il y avait des trucs qui marchaient pas en termes de comment on fabriquait du shading, comment on fabriquait du surfacing, et des trucs qui marchaient pas en termes de comment on light un plan avec Guerilla, qui était très Maya centrique en fait, qui ressemblait très fort à Maya à cette époque-là. Et ouais, c'est vraiment un truc qui nous a mis face au problème, genre ouais, il faut faire autre chose. Faut qu'on évolue là-dessus et mais c'est au pied du mur, hein. Ouais, c'est ça, exactement. Le mieux le mur. C'est ça. Bah, t'arrives face au truc et tu dis, j'arrive plus, on n'arrive pas à rendre, on n'arrive pas à aller plus loin, c'est trop l'enfer de faire le truc. Et c'est en discutant avec un gars chez Prime Focus à l'époque, Lee Sullivan. Bon, il y a Rachid aussi, avec qui je bossais, Rachid Chic, un autre, un lighter, un gars un peu fou, un petit peu touche à tout. On discutait de comment renouveler un petit peu, comment faire pour faire en sorte que ça marche bien. À l'époque, il y avait Katana qui commençait à émerger. Ouais. Foundry, ouais. C'est Foundry, hein, c'est ça. Hein, Bah, c'était Sony qui a développé Katana et c'est The Foundry qui a racheté. Qui l'a racheté. C'est ça. Voilà. Et donc il y avait commencé à exister un petit peu en dehors de Relight qui existait chez The Bakery. Et il commençait à y avoir des solutions un petit peu en dehors de Maya pour lighter, parce que Maya, bon, ça a plein de vertus, mais ça a aussi pas mal de défauts, comme c'est pas un bon soft pour lighter, quoi. C'est pas un soft c'est un peu trop généraliste pour être. Pour ça que les studios faisaient leur propre moteur, finalement. C'est que ouais, souvent d'ailleurs, ils fabriquaient leurs solutions à l'intérieur de Maya, parce que c'est quand même une bonne base. S'extraire de Maya, c'est quand même un peu compliqué, surtout si tu veux retaper un peu des géos, faire des trucs comme ça. Mais en général, ils implémentaient leur propre façon de fonctionner, de faire du lighting, de l'assemblage dans Maya. Okay. Donc au sein de Maya, que genre comme un plugin, comme maintenant est intégré Arnold, Verret. Ouais, c'est ça, mais comme des espèces de black box, de boîtes noires que Maya connaît pas, mais on récupère, enfin voilà, un truc comme ça. Mais c'est des choses très maison qui sortaient pas du studio et qui étaient pas du tout dans Maya. Voilà, donc t'achètes Maya et t'avais pas trop ça, quoi. Sinon, tu t'appelles NPC et tu redéveloppes tout, tu fais ton truc. T'as une armée. C'était un peu ça, hein, c'était un petit peu ça juste à ce moment-là, quand Katana est arrivé. Et au pied du mur comme ça, voilà, on s'est pris plusieurs jours de discussion, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et il y a une petite étincelle qui arrive, genre ouais, mais c'est ça qu'on pourrait faire. Et 15 jours après, voilà, tu codes, et 15 jours après, t'as un premier proto, et on le met en prod sur Total Recall, juste à la suite de Dread. Le remake, donc. Le remake, encore un remake. Ouais, et donc là, c'était cool, parce que voilà, on mettait en prod un nouveau truc, et la prod se passe ultra bien. Pour le coup, là, la prod se passe vraiment. Donc, grâce à notamment ce Guerilla 2.0, enfin, c'était quelle version? Voilà, c'était 0. Ah, mais d'accord. 0.12 peut-être, un truc comme ça, 0.13. Okay. Et là, tu énumères là les projets les uns derrière les autres. Est-ce qu'il commence à y avoir une petite paralysation, ou il y a peut-être un studio qui continue de l'utiliser? Ouais, alors des choses comme ça. Justement, Onyx Method, qui deviendra On après, continue de l'utiliser sur des séries, sur plusieurs séries en Inde, ouais, plusieurs séries d'animation. Ouais. On continue de travailler avec Prime Focus sur plusieurs autres projets de. Ah, donc vous avez commencé à être vraiment installé quand même là. Plusieurs dans deux studios, on va dire. Hein. C'est pas non plus tout à fait installé, mais c'est cool. On a 2 chaises pour 2 plutôt qu'une chaise pour 2, tu vois. Ouais, c'est cool. C'est un petit peu mieux. On commençait à mettre du fromage dans les pâtes, et c'était sympa. C'est ça. C'est parce que c'est compliqué d'être toujours dans une espèce de rush comme ça où tu mets ton moteur à rude épreuve, et t'es là, putain, si ça marche pas, on est dans la merde. Au moins là, il y a des choses derrière qui tournent un peu. Ouais. Après, de notre côté, c'est pas non plus quelque chose où on perdait beaucoup d'investissement, tu sais. On n'a pas d'investisseurs dans la boîte, on n'a pas hypothéqué des maisons. Ouais. Donc on a passé du temps. Mais c'est pas non plus une grosse perte. C'est vrai, quand tu regardes un petit peu ce que faisaient les studios, eux, ils investissaient sur 2 gars dans leur garage. C'était peut-être ça un peu le risque pour eux. C'était un peu le truc, quoi.
Moi, je juste finis là-dessus. C'est ce que je trouvais intéressant, c'est que moi, ça me fait penser à Bernard qu'on a rencontré. Les gens de Bernard, les gens qui développent Bernard. Ok. Je sais pas si tu as entendu parler de ce logiciel qui a une sorte de shotgun-like à la française. Ok, ouais. À la marseillaise même. À la Marseillaise. Si on pourrait dire. Eux, ils veulent aller beaucoup plus loin avec tout ça. Bon, Ouais. je reviendrai pas là-dessus, mais c'est surtout que il y a ce côté très. Il y en a marre d'être face à des géants dont on n'entend jamais parler. Et il y a ce côté que moi je trouve super agréable et j'ai l'impression que c'est un peu l'état d'esprit aussi de Guerilla, c'est d'être quand même toujours un peu proche. De ceux qui utilisent votre soft et d'être prêt à ok, t'as besoin de ça, bah vas-y, nous on se colle dessus, on y va, on va chercher. C'est exactement pas, ça, quoi. Allez, prenez mon truc, démerdez-vous. Oui, et c'est puis ça. on se Si revoit vous dans avez 3 besoin ans. du quoi. support. C'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. C'est même, enfin, vous commencez une prod. Il y a une prod qui va commencer, cool. De quoi vous avez besoin comment on fait en sorte que ça marche, etc. Ouais. Tu vois, C'est plus, vraiment cette philosophie. c'est un peu à l'initiative généralement des clients qui nous disent bon, cool. sur cette prod, on aurait besoin de ça, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Est-ce que Donc ça vous existe? êtes très proche à chaque fois. Ouais, on est quand même de assez vos proche, clients, ouais. c'est Ouais. vous adaptez votre produit Ouais. en fonction du client et pas en fonction des éventuels retours par-ci par-là. On verra, on met ça sur la to-do list et on verra plus tard. Ouais. Quoi. Alors, c'est un peu oui et non, parce qu'en fait, on veut quand même aller vers on sait qu'il y a des technos qui apparaissent, des choses comme ça, et on veut implémenter des choses, et c'est un jeu de discussion avec des clients, en leur disant, bah, ça, vous pouvez déjà le faire, mais pas exactement comme ce que vous avez déjà vu ailleurs. Pas aussi on peut facile adapter, que, on peut machin, peut-être adapter. Il y a des choses, non, désolé, ça, on le fera pas, c'est trop du hack, et on veut pas le faire rentrer dans le moteur. Il y a un peu de conservation sur, on est une petite équipe et on peut pas non plus maintenir une quantité de code avec des petits hacks partout. On peut pas le maintenir, quoi. Mais tant mieux. Donc c'est parce que là, nous on est chez Unity et c'est un peu comme ça qui fonctionne. C'est un peu vas-y, tu peux pas faire ça. Désolé, on peut pas le faire. Alors faites un patch si vous voulez, puis au bout de T'es un peu sur le forum. Prod, t'as un soft qui est complètement modifié, mais t'as rien qui est vraiment solide. Enfin, tu sais, ça devient un peu bancal au bout d'un moment. Donc là, au moins, tu t'assures que voilà, c'est solide. Vous savez de quoi votre soft est capable. Vous savez. Donc bon, il y a quand même ce jeu de discussion où oui, on va aller dans cette direction-là. Ça c'est compliqué, mais en restant proche et en essayant d'expliquer pourquoi oui, pourquoi non, quoi. Mm-hmm. Voilà. Bon, on a fait un sacré gros tour. Ouais. Je suis désolé. Non, mais c'est passionnant. C'est à chaque fois passionnant. On reviendra sur tout ça dans le CG Beers. Let's go. Maintenant, là, le truc. Comment tu définirais Guerilla par rapport à un Renderman, un Arnold? Qu'est-ce qui pourrait différencier Guerilla de entre autres ces deux gros mastodontes? Alors, si je peux me permettre. Arnold, Renderman, c'est des moteurs de rendu. Guerilla, c'est en partie un moteur de rendu. Et c'est aussi ce fameux soft qui permet de faire du lighting, du setup de light, ouais. d'assets, en fait, de surfacing. On fait pas de peinture, par exemple, mais on met en place des recettes qui permettent ensuite d'assembler. Voilà. Donc c'est deux choses, hein. C'est à la fois deux choses, c'est le soft et le renderer qui va avec. Donc c'est pas juste Arnold, c'est pas juste Renderman. Si on le rapproche un peu de quelque chose, ça va être un peu Clarisse, quoi. Si tu veux, c'est où tu pourras le rapprocher de Katana avec Arnold connecté, ou Katana avec Renderman. Voilà. D'accord. Donc la spécificité par rapport à Renderman, je te dirais que c'est ça. Par rapport à Clarisse, c'est un peu compliqué d'en extraire quelque chose de vraiment de très différent. Mm-hmm. Guerilla, ça ressemble assez fort à Clarisse. Après, je sais pas comment Clarisse travaille avec leurs clients. Moi, je dirais une des spécificités de Guerilla, c'est quand même la relation qu'on a un peu avec nos clients. La relation privilégiée dont on parlait tout à l'heure. Relativement donc, privilégiée. Si je comprends bien, on fait nos assets, nos scènes, nos shots, tout ça sous, admettons, Maya ou Blender. Et ensuite, pour le light, on passe directement sous Guerilla et on va mettre nos lights sous Guerilla, etc. Voilà. En fait, Guerilla, ça va être une espèce le lighting, si tu veux, c'est une des dernières étapes avant le compositing, avant la finalisation de l'image. Le lighting, ça va être le lighting rendu, c'est la dernière étape du flow, hein, du pipeline, du workflow du film. Ou de l'image, quoi, de la fabrication de l'image. Et c'est là où on rassemble tout, quoi.
Tout ce qui a été produit en amont, texture, modèle 3D, animation, effets spéciaux, tout ça se retrouve dans cette dernière étape, et c'est le logiciel qui va prendre tout ça, qui va assembler. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on dit de Guerilla. Nous, on dit que c'est un logiciel qui fait de l'assemblage, lighting rendu, en fait. Parce que tu pourrais très bien tout assembler dans Maya et envoyer ça sur une farm qui calcule l'image. Sauf que vous êtes dit, non, on fait aussi un soft qui permet de faire cet assemblage et de rentrer dedans. C'est ça. En fait, c'était pour l'idée étant au début, c'était pas. Au début, l'idée c'était de faire un soft un peu pour se marrer, pour faire de la 3D, parce qu'on aimait bien ça. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que c'était pénible de faire tout cet assemblage dans Maya. Ouais, bien sûr. Parce que c'est lourd, parce que Maya n'est pas fait gère pas forcément très bien toute cette complexité-là. Je vais pas dire du mal de Maya, c'est pas. Oh, non, de toute façon, Maya a fait ses preuves, elle est voilà, installée depuis tellement longtemps. C'est bon, on sait que ça marche. Mais du coup, l'idée, c'est de s'extraire de ça pour faire un soft, les choses aussi. Ouais, en fait réduire, permettre d'en mettre plus en fait. Permettre d'alléger, de pousser la qualité. D'alléger par exemple dans Guerilla, ce qui a des problèmes, je parle des problèmes en premier, je suis nul, moi. Écoute, c'est comme ça. Hein. Mais non, par exemple, dans Guerilla, le logiciel 3D n'a pas connaissance des polygones, tu vois. Il les affiche en OpenGL, donc on a un truc qui charge les géométries pour les afficher dans le viewport, dans la caméra, quoi, en prévise. Mais par contre, le logiciel, le cœur du logiciel n'a pas connaissance de ces polygones. Il connaît pas les positions des points, il connaît pas les trucs. Donc lui, il a moins il charge moins de données. Il a moins d'infos. Moins d'informations. Et on est capable de ne pas, Maya, quand tu as le modèle 3D, t'as le modèle 3D dans la mémoire nous, on a quasiment que le modèle dans la carte graphique, tu vois, pour l'afficher. Donc, du coup, on a plein de toutes ces choses-là qui permettent d'assigner des shaders. C'est très léger. On garde ça le plus léger en mémoire de façon à ce qu'on puisse en mettre le plus possible. Et t'as moins besoin d'une grosse farm derrière, c'est ça que tu veux dire? La farm, c'est le calcul. C'est pas la même chose, quoi. Ok. Ouais. Moi, je suis une quiche, donc moi. C'est-à-dire qu'en fait, non, c'est plutôt sur le poste de travail du lighter, du gars qui travaille en éclairage. Et lui, il a, il peut en mettre plus. C'est pas tant qui, si tu veux, en pratique, ce qui se passe en rendu, enfin en image, c'est que si tu mets un gars à 64 gigas de RAM, il va les remplir. Si tu mets un 128, il va les remplir toujours. Aussi. Voilà. Donc c'est plutôt à contrainte donnée, combien t'en mets. Combien tu peux en mettre dans l'affaire. Comment tu gères l'affaire en fonction donc si tu as une gestion pas très économe de tes ressources, c'est-à-dire définition de polygone, de shader, de machin, t'en mettras moins. Si tu es très économe, t'en mets plus. Voilà. Et au final, peut-être que tu l'alourdis pour rien, parce que est-ce que tu as besoin de ces datas? Exactement. Donc les datas. Donc là, vous avez épuré, en fait, vous prenez l'essentiel de ce dont vous avez besoin pour lighter et pour avoir les impacts de lumière, etc. Enfin, d'une certaine façon, si tu veux, c'est ça. On laisse, de toute façon, à la fin, c'est le moteur qui prend tout, et que tu sois dans Maya ou que tu sois dans Guerilla, c'est pareil. Le moteur, il va être chargé de la même façon. Mais c'est plutôt pour le travail. Au moment du travail. Au moment du travail, de tout le travail, parce que les lighters passent pas leur temps à rendre. Ils mettent au point des choses, et là, on est léger. Voilà. C'est un peu la différence que je te dirais, que je ferais avec Maya, par exemple, en ces termes-là, quoi. Ok. Mais alors, du coup. J'ai répondu à ta question, je me rappelle bien. Je crois bien. Oui, non, c'était clair. Donc, j'étais passé à autre chose parce que pour moi, c'est bon, t'avais répondu. Je parle trop. Du coup, vous avez votre propre système de lumière, mais est-ce que vous avez votre propre système de shader? Parce que je sais que, par exemple, que ce soit Arnold ou Renderman, il y a les fameux shaders Renderman, il y a les shaders Arnold, qui vont réagir avec le moteur, si je dis pas de bêtises, hein, tu m'arrêtes si je dis une connerie. Tout à fait. Donc, on a notre propre système maintenant sur la définition des shaders, par exemple, quasiment tout le monde fait la même chose, hein. Tous les shaders fonctionnent à peu près de la même façon, de façon à donner avoir un rendu photoréaliste, avec les bonnes, pour rester un petit peu
au-dessus, avec les bonnes interactions de surface et de lumière. Tout ça maintenant, c'est assez standardisé. Il y a Disney qui a publié des choses là-dessus, et maintenant, je pense que tout le monde s'inspire des mêmes sources et fabrique à peu près les mêmes choses. D'accord. Donc en gros, c'est la même chose. Ce que tu es en train de nous dire, c'est globalement c'est la même chose, mais c'est pas le même nom, quoi. Ouais, c'est à peu près. C'est ça. Comme par exemple pour le système de shader qu'on utilise, nous on a notre propre shading language, le langage de shader, qui ressemble très fort à OSL, qui ressemble très fort à Renderman SL, le shading language langage de shader de Renderman. Ouais. Tout ça se ressemble très très fort. Ce qui ressemble très fort aussi à GLSL, le langage de shader d'OpenGL. Voilà. Donc c'est des choses qui sont très communes, très proches. Et après, c'est en termes peut-être de data, de choses plus précises dont le moteur a besoin pour être optimisé ou. Qu'est-ce qui fait la différence justement de ces... Tu veux vraiment que je te dise que Guerilla est très différent, mais en pratique, la vérité, c'est qu'on fait à peu près les mêmes choses. On fait tous à peu près les mêmes choses. Quoi. Voilà. Parce que là, par exemple, on entend beaucoup parler, on a couvert le SIGGRAPH cette année, on entend beaucoup parler de USD bien évidemment, mais ça, on y reviendra, et de Materialix, qui est une espèce de ce que j'ai compris, c'est une espèce de bibliothèque générique pour tout le monde, de shader qui soit lisible, un peu open source entre guillemets. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à la fois une bibliothèque, une espèce de standardisation de fonctions de shading, de petits bouts de shader, si tu veux, et à la fois aussi un système qui permet de décrire la façon dont on fabrique les shaders. Donc, généralement, on a un shader un peu monolithique qui se ressemble qui se ressemble dans tous les systèmes, mais il faut alimenter ce shader monolithique avec des choses. Par exemple, quelle est la couleur, comment on fabrique la couleur de la table. Là, on veut mélanger une texture avec une espèce de bruit procédural et le mixer avec un opérateur comme ci comme ça, des petites choses mathématiques. Et ça, c'est un peu le système de Materialix. Ouais. Materialix permet de décrire cette façon de mixer les couleurs, de fabriquer les couleurs pour le rentrer dans le shader monolithique. Et l'idée étant de faire en sorte qu'on puisse le transphaser dans un autre moteur de rendu. Tu fabriques ton asset ou ton shading, tu le fabriques dans Maya avec un moteur de rendu, et ensuite tu le transposes dans un autre moteur de rendu parce que t'as la brique Materialix dans l'autre moteur de rendu. D'accord. Donc agnostique, donc qui se c'est ça, relativement agnostique, ouais. D'accord. On m'avait perdu, hein. J'étais là, mais j'ai compris. Non, mais je pense que j'ai capté. Enfin, je pense pas que c'était très compliqué à suivre. Je pense que c'est surtout, je me disais, mais du coup, c'est facile de se dire, moi, je prends tel moteur et puis tel shader, puis hop, je les mélange tous les deux, ça passe. On tend vers ça, mais c'est pas encore ça. Ouais. USD Materialix, probablement que c'est une des briques, des prochaines briques qui arrivent, qui permettra un petit peu de faire la glue de tout ça. C'est encore. Materialix, tel que je l'avais compris, c'est plutôt une façon de faire en sorte qu'au sein d'un même studio, tu puisses utiliser les mêmes différents moteurs de rendu pour différents buts, mais pas nécessairement passer une asset d'un studio à l'autre. Mais probablement peut-être. Mais c'est pour le futur, ça. Un peu pour le futur. J'ai l'impression pas forcément très très loin, mais c'est peut-être un peu l'arlésienne, mais c'est un peu... Ouais, j'ai l'impression que c'est la théorie quantique et la théorie de la relativité générale qu'on essaie de faire en science. Il y a c'est deux trucs qui peuvent pas marcher ensemble, mais on fait tout ce qu'on peut pour fait pas des trucs aussi compliqués que ça. Ça a l'air, hein. On va le résoudre le problème, il finira grâce à l'ordinateur quantique, tu pourras faire fonctionner USD et Materialix avec une IA. Bref. Yes, tous les buzzwords. Voilà, merci, bonsoir. Alors, est-ce que Guerilla est USD ready? Ready dans le sens où on ramène de l'USD, oui. Actuellement, la version actuelle de Guerilla ne permet pas de sortir de l'USD. Pour le moment, les finalités sont pas encore très graves puisque on sort directement du rendu de Guerilla. La sortie de Guerilla, c'est des images, c'est pas encore de l'USD. Alors, c'est quoi la diff, du coup? Parce que moi, je connais pas. Non, aujourd'hui, tu sors de l'EXR, c'est ça? Ouais, c'est ça. EXR, c'est un format d'image. Ouais.
Et l'USD, c'est... USD, c'est un format de description de scène. Wow. Donc Ok. c'est, par exemple, t'as modélisé des chaises, une table, comme on est là, une salle, et en fait, USD te permet de décrire à la fois comment sont modélisées les chaises. Mhm. C'est un format de données alambic, peut-être que c'est Oui, quelque chose. bien sûr, Voilà. bien sûr. USD, c'est comme alambic plus. Et alors, comment ça se fait? Pour moi, l'alambic, c'était avant. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce que tu sors du modeling et de l'anime, etc., pour le rendre ensuite. Et Exactement. toi, tu dis, c'est en sortie de Guerilla, USD? Pas encore, non, pas encore. Enfin, c'est le but, je veux dire. À terme, oui, c'est le but, ouais. Parce qu'en fait, Quel comme je te intérêt dis, de sortir après le rendu, eh ben, une description de ta c'est scène? pas après le rendu, en fait, c'est après l'assemblage. L'idée Ah, étant de ok. faire en sorte que D'accord. on a assemblé de l'animation, on a assemblé des choses, on a peut-être créé du contenu aussi Ouais. dans Guerilla, Ouais. et ça, on veut pouvoir, par exemple, l'envoyer en simulation. On a On a créé on un a mis setup plein de lumière, Voilà, etc., c'est ça. qu'on voudrait exporter Tant ailleurs. qu'aujourd'hui on crée pas encore de contenu autre que du lighting, il n'y a pas forcément beaucoup de besoin à exporter des choses. Pas encore vraiment, mais le jour, parce que c'est à ça qu'on se prépare nous aussi, c'est de créer du contenu, de générer de l'assemblage en fait, fabriquer des trucs en plus dans Guerilla, et ça pour interagir avec les autres départements, simulation, même animation. Si t'as fait ce qu'on appelle du set dressing, la mise en place, si tu veux, dans Guerilla pour poser des objets. Mhm. En animation, tu vas vouloir retrouver où ils sont pour pas animer hors de. Et du coup, ça pourrait hors de ouvrir ça, quoi. ce champ et de pouvoir faire des allers-retours entre plein de départements. L'USD notamment a vocation à faire ça, ouais. Mhm. Plutôt que Tout à d'être fait. cantonné à je rends des images. Ou c'est trop tard, juste. quoi. Et d'avoir en plus un côté de parallélisation, c'est-à-dire que quand il y a un département qui bosse sur quelque chose, le département d'en dessous peut aussi le récupérer. Ouais, et émerger tout ça. Émerger tout ça Voilà. sans qu'il y ait de problème comment dire, alors j'allais dire overrides, mais c'est technique entre guillemets de conflit, quoi. Ok. Bon, c'est un peu généraliste à propos du USD. USD a un but assez précis. C'est vraiment description de scène. Mhm. Donc comment ramener par exemple de l'animation dans un décor, comment ramener le shading, donc les couleurs, les matériaux qu'on a posés sur les assets, comment les ramener dans ce fameux assemblage. C'est une des choses que propose USD, enfin que fait USD. Et pour fabriquer cette USD, il faut un logiciel, et on essaie d'aller dans cette direction-là, notamment avec des prochaines versions de Guerilla. D'accord, donc là c'est l'occasion d'en parler, quoi. Ouais. Ça c'est le futur c'est le turfu de Guerilla. Alors, scène assembly, donc on est d'accord, hein, c'est ça. Hein, je dis pas de. Entre autres, conneries. voilà. C'est un assemblage de scènes. Asset assembly, etc. Lighting. Et est-ce que derrière pour le calcul, vous avez quelque chose, parce que là vous avez vos images, enfin vos lumières, vos shaders, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y a quelque chose pour calculer? Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de spécifique pour calculer ces images? Justement, ou pas Guerilla du tout? Guerilla, je disais, c'est à la fois le logiciel pour faire l'assemblage, le lighting, et le render, le logiciel qui fait le calcul de l'image. Donc il est intégré. Ok, oui. Très intégré dans le logiciel. Quand tu fais render, CTRL R, pouf, ça rentre dans la fenêtre de Guerilla. Et ensuite, t'envoies ça sur la render farm. Donc on prépare les données pour les envoyer sur les ordinateurs de la ferme de calcul. Et là, les dizaines, centaines d'ordinateurs se mettent à calculer et génèrent. Oui. Ils génèrent des oui, crash avec CH à la fin, mais pas SH. Oui, crash, ça a aussi un sens. Crash aussi. Et ils génèrent des EXR, ouais. D'accord, Voilà. ok. Il me semble qu'il y a... Alors là, on va rentrer un petit peu plus dans le logiciel. Ça, c'est une question de Bibi, de notre Bibi qui nous manque aujourd'hui. Il paraît qu'il y a plus pertinent que moi, je pense, parce que oui, je parle oui. beaucoup de technique. Mais apparemment, il y a un système de tag. Qu'est-ce que c'est que ce système de tag dans Guerilla? Ouais, alors c'est juste un système d'étiquettes. En fait, c'est comme des étiquettes que tu peux poser sur dans la hiérarchie. On va dire que tu peux poser sur les objets de ta scène, Ouais. qui permet de les identifier. En fait, un tag, c'est comme une étiquette, et tous les objets qui ont le même tag fabriquent un ensemble d'objets, si tu veux. C'est pas un ensemble que tu repères
visuellement dans la scène, mais c'est juste une façon d'identifier des objets autrement que par leur nom ou leur position dans la hiérarchie de la scène, mais qui permet de les identifier de façon un petit peu plus générique. Et les tags, grouper, de faire des familles. Oui, c'est ça, voilà. c'est exactement, de faire des familles, des ensembles. Donc, par exemple, tu peux tout à fait mettre un tag qui a le nom d'un personnage, mais tu peux aussi lui mettre un tag personnage. Lui dire juste c'est personnage. Comme ça, tu peux aller chercher tous les personnages de la scène. Tu peux dire je veux tous les personnages de ma scène et je veux refaire un traitement particulier, comme ça. Et on utilise ce système de tag à divers endroits, comme par exemple, et suivant les besoins, le Guerilla est assez ouvert là-dessus, pour par exemple l'idée on peut tout à fait poser des tags sur les modèles 3D, en disant par exemple j'ai un tag sur un t-shirt, c'est du tissu, j'ai un tag sur une ceinture, c'est du cuir. On peut imaginer ce genre de choses, et en plus sur l'asset j'ai le nom de l'asset et c'est un personnage. Et à ce moment-là on peut venir dans la fabrication du look, de la surface en fait du look de l'asset, venir dire tout ce qui est du cuir, mets-lui un shader de cuir, tu vois. Pour simplifier un petit peu les façons dont on construit les assets. Et même à l'intérieur, qu'on développe les assets, ouais. Même à l'intérieur de ces choses-là, tu peux venir encore mettre des tags à l'intérieur. Exactement, des tags. Tout ça c'est hiérarchique, c'est-à-dire que tu le mets. Une asset, ça se représente par une hiérarchie de nœuds en 3D, qui se finit par des hiérarchies de boîtes, quoi, on va dire, avec des objets à la fin. Mais tu peux, en tout point de la hiérarchie, venir mettre un tag, et les objets qui sont sous cette hiérarchie vont posséder, entre guillemets, vont appartenir à cette famille. À cette famille-là. Ouais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est un système, c'est pas fondamental, on va dire, dans le soft, mais c'est un bon outil pour permettre de grouper, de gagner du temps finalement, au final, ou pouvoir exécuter un truc, se dire merde, ça réagit comme ça, baisse-moi toutes les spéculaires sur tous les objets qui sont en métal. C'est ça. On prend le tag métal et on fait spéculaire -2. Par exemple. Alors, c'est pas que ça, parce qu'on n'est pas intimement lié à ce système de tag. On utilise aussi ce qu'on appelle des expressions régulières. C'est un petit peu. Non, mais vas-y, on est dans le tout, donc là, on est dans le dur là. Ouais, c'est des techos, hein. Et ils sont très demandeurs. Donc par exemple, une façon de faire des familles, des collections d'objets, c'est d'utiliser des tags. Mais une autre façon, c'est de trouver des parties de leur nom ou de leur chemin dans la hiérarchie qui sont identiques. Par exemple, tout ce qui s'appelle, si t'as une nomenclature de tes objets un peu précise et qui contient par exemple une couleur, genre un plastique noir, black. Si tu mets ça dans le nom de tes objets ou de ta hiérarchie, tu peux venir retrouver ces collections d'objets-là avec des choses qui sont peut-être un peu classiques en production, avec ce qu'on appelle des systèmes de palettes. Mais dans Guerilla, le système est graphique. Il est nodal, un petit peu comme dans un nuke comme ça. Et il permet de fabriquer de la recette. En fait, on utilise ça pour fabriquer la recette d'une asset ou d'un plan. En lighting, en utilisant ces collections, à la fois avec des expressions régulières ou à la fois avec des tags. D'accord, donc là c'est une spécificité de Guerilla qui est... les tags, je pense que c'est un plutôt petit peu unique donc par rapport à d'autres moteurs. Ouais. Ça a répondu à une demande à un moment donné, ou c'était déjà dès le départ une philosophie que vous vouliez mettre en place ? Non, ça a répondu à une... Oui, c'est ça, ça a répondu à un besoin, ouais, ça a répondu à un besoin qu'il fallait il fallait trouver des façons d'identifier les objets pour condenser l'information, si tu veux. Parce que, si tu veux, quand tu vas assigner des shaders dans Maya, tu vas faire des connexions entre chaque objet et chaque shader. Si tu le fais à l'époque, comme dans Maya, c'était ça. Mais, en fait, ça diffuse un petit peu l'information, ça fait beaucoup d'informations. Alors que nous, ce qu'on voulait mettre en place, c'était quelque chose qui allait condenser l'information. Trouver en une expression, en un nom ou un tag, la collection d'objets et dire voilà, maintenant j'assigne ce shader là. Ça allège en plus ton fichier, ça allège ton fichier, ça rend l'information graphique visible. Donc quand tu presque interfacé, c'est tout à fait interfacé et en plus c'est un peu ludique, il y a un petit peu ce côté tu fabriques un graphe, c'est mignon, les gens aiment bien Nuke notamment pour ça quoi. Parce que c'est de la programmation graphique. Donc c'est Scratch, quoi, en fait. T'es en train de nous dire que vous avez réinventé Scratch dans le... Non, je plaisante. Ouais, mais si tu veux, c'est un petit peu ça. Mais l'idée étant de rendre cette information, de faire en sorte que l'information soit la plus dense possible pour
qu'il n'y en ait pas des tonnes, Mhm. et qu'elle soit la plus visible possible pour pouvoir Plus lisible. comprendre Ouais. pourquoi ça marche Et pas, en parce plus, que ça marche pouvoir- jamais en fait. Enfin, Bah je ouais. veux dire, ça finit par marcher, mais quand tu mets au point des images, au début ça marche pas. Et retrouver pourquoi ça marche pas, c'est une partie extrêmement importante du travail. Quoi. Ah oui, parce que du coup, s'il y a un problème, ça va faire remonter que tel Visuellement, tag a visuellement, chié, tu comprends le tu vois cheminement, le tu truc. comprends Ouais, le ouais. cheminement de ce qui se passe sur l'objet. Il est passé par tel état, puis tel état, et à la fin, il est en métal. Il devrait pas être en métal. Ouais. D'où vient ce truc métal? Ah, ok, bah on a fait une bêtise à cet endroit-là. D'accord, on va fixer. On va après overrider, mettre une surcharge en lui disant, mais en fait, t'as pas le métal pour cet objet-là. Ouais, tu mets une exception, en fait. Exactement, voilà. Donc Ouais, tu ça, j'ai peux, capté. voilà. non, mais c'est marrant. En fait, c'est cette idée de te dire que, en fait, si au bout d'un moment tu fais tout un peu bout à bout comme ça, à un moment donné, ça va cracher. Tu vas être là, mais merde, ça vient d'où? T'es obligé de tout regarder un par un, d'aller dans le détail, etc. un peu comme ça, quoi. Alors Et- qu'aujourd'hui, hop, Bah, avec t'as- Ça te fait gagner beaucoup plus de t'as temps, un je truc pense. qui te dit, dans ouais, ta recherche. ce truc-là, il y a des gens que ce soit ça qui foutent la ça merde. rend, ouais, ça rend en fait le travail moins technique Ouais. et moins. Et ça, comme j'insiste un peu là-dessus, mais ça rend l'information beaucoup plus essentielle en fait. Ouais. Ouais. On n'est plus dans un truc où l'information est très diffuse. Elle est intrinsèquement, en plus, elle est dans Maya, finalement, ton information elle est intrinsèquement liée à la scène. Les shaders, ils sont connectés. Ouais. Ils sont connectés à tes objets. Là, dans le graphe, dans ce fameux render graph, en fait, c'est pas les tags, mais c'est plutôt le système fondamental de Guerilla, c'est le render graph. Et ce graphe, en fait, c'est une partie de l'asset. Si tu veux, je l'enlève. Comme les collections qu'on fabrique, elles sont avec des tags, mais c'est pas des connexions physiques avec les objets de la scène. Ou les collections qu'on fabrique avec des expressions, sont pas des connexions directes avec les objets de la scène. C'est juste identifié par des bouts de nom ou des tags. On enlève ce graphe, on remet le graphe, ça remarche immédiatement. Dans Maya, t'enlèves le truc, tu recolles. T'enlèves le shader, tu recolles le shader, t'as perdu toutes tes... Faut tout refaire les connexions, perdu toutes les tes trucs, assignations. ouais. Donc, fondamentalement, c'est d'une part simplifier la fabrication des assets, rendre ça graphique, rendre ça débuggable, et en plus rendre ça modulaire. De façon à ce que une fois que, par exemple, t'as une update tu vas mettre à jour l'animation. T'enlèves la référence sur l'animation, l'alambic, l'USD de l'animation, tu remets le nouveau, ça marche. Y a rien à faire y a pas à T'as reconnecter. pas à exporter les trucs, à les réimporter. T'as pas à faire reconnecter attention les machins, à les références, mettre à les jour les bidules, références et les références dans Ok. Maya pour faire en sorte que l'anime suive sur le nouveau fichier. Et là, t'as perdu des trucs, t'avais perdu des refedits, enfin, les refedits qui sautent parce que il y a un objet qui a changé de nom, des trucs comme ça, qui a bougé de place. Ces trucs-là, en fait, ils n'existent pas dans Guerilla. Ces problèmes de mise à jour n'existent pas. Tu enlèves la référence de ton alambic de l'animation de ta scène, tu remets le nouveau, les associations elles se font naturellement grâce au nom et grâce au... Voilà, si grâce tant au est qu'il a le tag, même nom, ouais. Si et tant est qu'il a le tag qui Voilà, va- c'est ça. Si toi, t'as défini des associations avec les noms corrects, et que Ouais, évidemment, il y a quand même des la base, moments, oui. des moments où ça casse parce que on a vraiment changé le nom Mais de... c'est là d'un où tu truc, dis quoi. que c'est simplifié. C'est qu'au final, il peut y avoir que 2 paramètres qui foutent la zone plutôt que 50 000 trucs. Voilà, oui, et que cette information, elle est graphique, elle est rarement visible dans Maya, elle est difficile à retrouver dans Maya, Ouais, par exemple. tu parlais de Refedit, je parle que de Maya, mais file, référence editor, aller voilà, regarder c'est dans ça. les lignes, Et pourquoi machin, et pourquoi mon savoir la lire, pourquoi mon shader il est plus connecté. et ouais, savoir l'interpréter, savoir pourquoi. Ouais. Voilà. Alors probablement que maintenant dans Maya ça change, je sais pas trop. Fait que dans ces connexions directes comme ça, je sais que il y a d'autres façons de faire aussi avec Ouais. Renderman, et je pense que c'est des solutions qui sont spécifiques à Renderman, Oui. qui sont pas Oui, mais du coup, c'est Renderman, c'est pas Maya. Voilà. Enfin, Ouais. pardon. voilà, tout à fait. Bah, J'ai dérapé. On pourra discuter des heures, des Ouais, heures, des heures, des c'est un heures. peu le problème, Autant toi que nous sommes bavards. On s'achemine vers la fin de l'émission. Waouh, j'ai à peine Mais- le temps, on a à peine. Oh, si, on avait préparé des questions, mais t'inquiète, on en a gardé un petit peu sous le coude pour le CG Beers. Yes. Et fin d'émission rime avec... Ardisson. Moment Ardisson, merci. Alors, le moment Ardisson. Pour changer encore,
C'est un petit tu préfères. Ouais. Donc je vais te dire alors tu connais le tu préfères, c'était un jeu je crois Mayo au d'ailleurs, ketchup, c'est entre ça, hein. Palmade non c'était un jeu entre je connais pas, Palmade alors. j'ai plus Larocque. son nom. Et une autre rêve de... Voilà, et en gros, c'était un jeu qu'ils avaient entre eux et qui se disaient, ils se posaient des questions à la con en SMS et c'était genre, tu préfères avoir une jambe en mousse ou des dents en bois? Tu vois, voilà, bon, voilà. Je préfère être mangé par un alligator ou C'est ça. piqué toujours par une Suivi par migale. les canards. C'est toujours des choix un peu cornéliens, c'est-à-dire qu'il y a c'est ça, des trucs un peu à avantage la et un con, inconvénient des et- deux côtés, mais bon, Voilà, c'est si tu quoi? devais choisir, c'est quoi? D'accord, ok. Alors, du coup. C'est un peu plus subtil qu'un ketchup mayo. Ah c'est le oui, poivre. non, c'est pas du ketchup mayo, mais Parce que je dit leur comme ferai ça, le ketchup dirait- mayo. Ah bah j'espère bien. C'est pas tout à fait un ketchup mayo. Mais moi j'ai envie de jouer, tu te rappelles? Je l'étais en train de dire. Oui, mais c'est- Alors, tu préfères, attention, celle-là elle est un peu longue, tu préfères, par manque de temps, livrer une feature qui fonctionne impeccable, mais avec une interface pas du tout user-friendly, ou une interface au top, Je connais la réponse. mais assez instable. La feature qui marche, c'est l'interface qui pue de la gueule. Là. Enfin, je vais être un peu honnête. On nous reproche un petit peu que l'interface, elle est pas, elle est sympa, mais elle est pas forcément toujours jolie ou pas exempte de petits glitches. Hein, donc voilà. Donc, je savais déjà la réponse. Hein, feature donc, à fond. Et, ouais. Feature avant, ouais, il faut que Ah la ouais, feature, ouais. bah, il faut que le. Jusqu'à en une fait- certaine limite, non, parce que j'imagine que si le truc personne veut s'en servir, Non, Si Ah, personne ah, ne peut non, s'en mais servir, dans bien le sens sûr. où c'est pas. Je reviens dessus après, mais ce que Ouais. je veux dire, c'est que c'est qu'avant tout, faut que le film sorte, tu vois. C'est ça, Ouais. c'est pas la Ouais. finalité. Pour moi, la finalité, c'est pas forcément le soft, c'est l'image. Mhm. Ok. Et voilà, enfin, Non, parce que j'ai eu quand des ça rend pas échanges. ce qu'il faut, bah, Ouais, c'est ouais. tout, c'est perdu, c'est fini, quoi. Ouais. Voilà. Surtout quand il n'y a pas d'alternative. en Ça fait. peut, c'est par exemple aussi où tu livres entre livrer une feature qui marchote, qui crache un peu tout le temps, ou une feature qui est lente. Je préfère livrer une feature qui marche, mais qui est lente. Ouais. Parce qu'à la fin, il faut que l'image, elle sorte. Alors, Oui, on peut se gargariser qu'on est les plus rapides sur ci et sur ça, mais à la fin, il faut que ça rentre, quoi. Ouais. Ouais, ça si t'es crache, rapide ça- mais que ça crache tous les 4 Voilà, matins, ou tu si- reviens le matin si et ça- ça a pété. Si c'est rapide, mais que ça fait pas vraiment le taf, bah, ça Ouais. fait pas le taf, quoi. Ouais, c'est sûr. Pragmatique, quoi. non, mais c'est parfait. Tu préfères avoir des demandes de nouvelles features d'artistes, donc pas forcément hyper tech et des fois un peu vagues, ou des retours très précis de features déjà en place? Elle est pas mal celle-là. Ah. Ouais. Cossu, je trouve. Ouais. Tu vois que c'est pas si... Ah oui, j'aime si bien. compliqué Attends, que ça. des demandes de features un peu vagues ou des retours de features très précis. Là, je suis content de pas avoir à répondre. Ah, C'est vraiment entre les deux, mon cœur balance. Hein. Je pense. Dans les deux, je me fais allumer en fait. pardon, Non, non, pas c'est vraiment. pas- Non, mais c'est pas un peut-être- piège, hein, peut-être c'est pas que un c'est peu un piège. plus. Plus, est-ce que Qu'est-ce tu qui me préfères titille te plus dire on va encore plus loin dans un outil qui est déjà en place, ou est-ce que tu préfères te dire c'est trop cool ce truc là, on l'a pas, j'ai trop envie d'y aller, tu vois. Ouais, plus feature ou plus. Et une feature artistique, enfin, tu vois, qui Ouais. vient d'un artiste et pas forcément d'un Ah ouais. techos. Donc, ouais, ok. j'aimerais bien qu'on puisse, comme dans la lumière, faut qu'il y ait des paillettes, faut qu'il y ait des machins, des Ah oui, trucs. Ah contre ouais. Tu vois, voilà, le c'est mec qui a le dit côté. oui, si on pourrait avoir les intégrales entre 3 et 2, machin. Ouais. Ouais, d'accord. Ah. Ok, bon. J'y pense. Tu peux ne Plus j'y pense, moi j'en sais. Hein. Moi, je sais Je peux répondre. dire aucune des deux, c'est une réponse. hein. Mais Ou les les deux, en deux, fait. ou- Mais les ouais. deux, ouais. Plutôt les deux, ouais. Ouais, d'accord, ok. Ok. Et t'es quand même plus à l'aise avec l'un ou l'autre? Tu vois, est-ce que justement, Non, très honnêtement, les retours précis, c'est du sucre, hein. Ouais. C'est du bonheur. que c'est pas Mais évident. ne Ouais, pas ouais. avoir de demande de feature, qu'elle soit vague ou pas, c'est un peu dur. Enfin, je veux dire, Ouais. Ouais. c'est aussi Ou ça c'est qui... louche. Ouais, c'est que personne l'utilise, tu vois, mais mais c'est aussi ça qui dirige un petit peu le développement. Il y a pas que ça, mais il faut qu'il y ait un peu de ça quand même, Ok. Tu préfères développer de l'interface ou du moteur? du moteur. D'accord. Je crois que j'avais Oh, répondu tout à l'heure. J'avais répondu tout à l'heure, je crois. L'interface, c'est vrai. dur. C'est dur. C'est quand t'as fait 90% du job, il reste 90%. Donc en interface, c'est vraiment dur. Est-ce que moi, je suis désolé, hein, j'en rajoute une. Non, je vous en à chaque prie, fois je vous une en prie, petite il y a couche, vous êtes bien seigneur. Parce que à mon avis, je pense que vous avez cette chance
pour un logiciel de rendu, d'avoir quand même affaire à des gens qui sont très techos déjà de base. Les animateurs vont être Carrément, plus chiants sur l'interface, tu vois. On y revient, tu vois. Alors, alors, mais c'est pas moi. Alors, je le c'est prends pas moi-même moi. parce que je me tire la balle parce que Je parle tout à fait à titre personnel, en l'occurrence. Hein. Ouais, ouais. C'est pas la politique de la maison. Cyril, mon associé, et donc le lead, enfin l'architecte et lead de Roomba, qui est notre projet dont on n'a pas parlé, mais on pourrait parler, qui lui, par contre, qui est un projet d'animation, c'est pour ça que qui est un projet d'animation, et c'est lui qui lead ça. Par contre, pour lui, l'interface, et ça tombe bien parce que les animateurs sont piqués, et il le sait, et l'interface, c'est assez primordial dans Roomba. Dans Roomba, il y a beaucoup de features qui sont accessibles par des boutons, des choses comme ça, pour fabriquer des choses. Dans Guerilla, c'est un peu l'inverse. Il y a assez peu de boutons à l'écran, et c'est plus du contenu qu'on fabrique à partir de données dans une librairie, tu vois, des trucs comme ça. Il y a assez peu de concepts en interface, beaucoup plus enfin dirigé par les données plus que par l'interface. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure ça a été aussi mon réflexe de dire ouais, mais si ton truc il est pas interfacé, on s'en sert pas. Et ça c'est les animateurs. Ouais, ça c'est un réflexe d'animateur. Et alors pour la note, en vérité, donc Cyril et moi on a travaillé très longtemps tous les deux sur Guerilla. Cyril est passé à démarrer le projet Roomba il y a quelques années, enfin plusieurs années. Mais jusqu'à ce qu'il passe sur Roomba, c'était lui qui développait les interfaces sur Roomba, sur Guerilla. Sur Guerilla, pardon. Toute l'interface où j'ai développé du code, mais j'ai pas fait de boutons, j'ai pas trop fait d'interface graphique là-dessus. Et c'est voilà, c'est pour le bien du projet aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est pour clair, le bien du projet. Non, c'est clair. Alors dernier, tu préfères dev pour du live ou pour de l'animation pure? Peut-être plus pour du cartoon ou du photoréaliste. C'est plus ça la question. Oui. Parce que tout à l'heure il a dit, je dis ça parce que tout à l'heure il a dit que c'était la même chose au final, c'est la même base que tu dérives. Après, c'est pas forcément les mêmes demandes non plus. Non, alors justement, si tu fais du cartoon, quand tu dis cartoon, c'est plutôt non photoréaliste, façon un petit peu façon Arcane, choses comme ça, voilà. Oui, parce que vous avez travaillé pour Arcane. Ouais. Et encore. Oui, carrément. Pas peu fier, je suppose. Ah ouais, carrément. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ça c'est cool. Alors. C'est vraiment pas du tout les mêmes. Alors sur l'animation un peu à la Disney, des choses comme ça, on arrive un peu sur du photoréalisme, même s'il y a de la caractérisation avec des textures, avec des couleurs, avec des choses comme ça. Mais on reste sur des techniques de rendu qui sont proches du VFX et de l'intégration. Sur des technos, enfin sur des types façon vraiment cartoon, on dit NPR, non photorealistic rendering. Rendu non photoréaliste. Là, c'est beaucoup plus de la cuisine, et pour un codeur, c'est plus dur. Hein. C'est vraiment c'est plein de petites, une collection de plein de petites techniques de bidouilles pour obtenir l'image. C'est plus dur, mais tu préfères? Merci. Non, j'avoue que j'aime bien le côté simulation de faire du photoréalisme. C'est un moteur de rendu à l'heure actuelle pour faire du photoréalisme, c'est un simulateur en fait. C'est pas du, on écrit des shaders, mais c'est pour décrire les surfaces et les choses comme ça. Mais avant tout, le cœur du moteur de rendu, c'est un simulateur. D'accord. Très bien. Ben voilà, moi j'ai terminé le moment Ardisson. Parfait, mon cher Doc. On a une bonne grosse heure d'émission et qui est bien formidable. J'espère que ça va. Oui, non, mais c'est pas. Mais t'inquiète, on va revenir sur des petites choses, voilà, avec le CG Beers autour d'une petite bière. Nice. Et puis, merci infiniment, Merci, Benjamin. Ben. Je vous en prie. On te demandera des refs déjà, on mettra bien évidemment les références de Guerilla, Mercenaries. Dernière question, pourquoi vous avez appelé ça Mercenaries et Guerilla, du coup? Ouais. Alors, c'est arrivé un peu en même temps. On bossait sur le moteur qui s'appelait Pure Render à l'époque, mais on savait que ça pue un peu de la gueule. Et du coup, on a dit... donc Cyril bossait chez lui, moi je bossais chez moi, et il m'envoie un ICQ, je pense, à l'époque. Oula, je te dis, ça remonte. Fleur. Et il m'a dit, je sais comment on va appeler le moteur, on va l'appeler Guerilla. Parce qu'il écoutait Guerilla Radio de Rage Against the Machine. Ouais, c'est trop bien le nom, c'est trop bien et tout. Donc c'était cool, on en a trouvé un nom pour le moteur.
Et après, nous, on bossait on bossait en freelance. Peut-être on bossait pas encore. Si, on bossait en freelance. Non, on bossait pas encore en freelance. On s'était dit qu'on allait bosser en freelance. On en avait parlé des copains et tout ça. Et il y a un copain qui est arrivé au bistrot là en été. Et il nous disait ah ouais, c'est vous les mercenaires. L'idée Et je géniale. disais ah ouais, guérilla, mercenaires, trop bien. Allez, c'est parti. Ouais, ça c'est match en pour plus. Ouais, c'est Ouais, ça match. Bon, c'est un peu guerrier. Et avec Roomba, on a dit on arrête les trucs guerriers, ça suffit quoi. C'est aspirateur du coup. Oh non, Non, la Roomba, la danse. danse. Enfin, la danse. La danse, Roomba, mon pote. L'aspirateur. C'était pour faire la Oh là Ça là. faisait sauce, c'était un peu con, mais, Ouais. mais Roomba, ça avait un. Pour l'anime, c'est pertinent. Ah oui. Ouais, c'est le logo du surf d'ailleurs, des jambes qui dansent. Ouais, effectivement. Ouais. D'ailleurs, pour ta punition, Néo, tu Je me vais feras danser une animation de Roomba. Ah, Tiens, d'accord, voilà. ok. Allez, pour la semaine Une prochaine. animation avec Roomba. Yes, cool. Merci beaucoup, Ben. Je t'en prie. Merci, Néo. Bah merci à vous, c'était cool. Hein. Et Ouais. puis à bientôt pour de nouvelles aventures avec CGY. À très bientôt. Et bisous les bipèdes. Bisous les bipèdes, ciao.